Le temps, j'attends un petit 10 secondes avant de débuter. On va laisser le temps à tout le monde de s'installer et d'entrer. Alors, encore une fois, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Mélanie Valsin, puis je suis présidente et directrice générale de l'organisme Littératie Ensemble, qui est un organisme d'alphabétisation qui est pan-canadien, et je suis aussi une fière membre du conseil d'administration d'Imagine Canada. Alors, c'est avec grand plaisir, pardon, que je vous souhaite la bienvenue à tous et toutes aujourd'hui. Merci vraiment de vous joindre à nous là, pour mieux comprendre les règles à respecter par les organismes de bienfaisance et par les OBNL lors de campagnes électorales. Alors, avant de débuter, j'aimerais reconnaître que je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke, Montréal, qui est un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Je reconnais que la nation Ganendehaga est gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui. Tiohtià:ke, ou Montréal, a toujours été un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et demeure aujourd'hui un espace où cohabite une population autochtone diversifiée et d'autres communautés. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je souligne les relations continues entre les peuples autochtones et toutes les personnes qui composent la communauté montréalaise d'aujourd'hui, communauté où j'ai choisi d'élever ma famille. Alors, cet après-midi, nos conférenciers invités présenteront de brefs exposés avant de répondre aux questions des participants. Petite mise à jour logistique, petit point logistique, nous allons vous demander d'utiliser la fonction questions et réponses, Q et R, pour participer à la discussion. On ne va pas répondre aux questions qui vont se trouver dans la fenêtre de clavardage. Alors, si vous avez des questions, on utilise la fonction Q et R. Vous pourrez poser vos questions à tout moment, puis on y répondra à la fin du webinaire. Le webinaire va être enregistré, bien sûr, et puis il nous fera plaisir de vous l'envoyer dans quelques semaines, accompagné de quelques ressources qui seront aussi pertinentes. Vous voyez sûrement déjà que la fonction sous-titrage est activée. Et puis, donc, si vous avez des questions sur l'accessibilité, merci de les écrire dans la fenêtre de clavardage. Je pense qu'il est temps que nous sautions dans le vif du sujet. Pourquoi avoir cette conversation-ci à ce moment-ci? Bien, on sait tous et toutes très bien, la date exacte des élections fédérales n'est pas encore fixée, mais c'est éminent. C'est sûr que nous aurons au Canada des élections avant le 20 octobre 2025. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il a pour objectif de renseigner tout le secteur, les acteurs du secteur caritatif sur les règles à respecter lorsqu'on conduit des activités en lien avec une période électorale, une campagne ou en lien avec les élections, en fait. Et par le fait même, ce webinaire va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur comment développer nos capacités là, pour faire avancer nos priorités en matière de politique publique. Alors, cet événement-ci aujourd'hui, en fait, il fait partie d'une série d'activités de préparation aux élections qu'Imagine Canada va déployer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, le 4 mars prochain, par exemple, Imagine Canada va offrir un autre webinaire qui portera sur les stratégies et les tactiques efficaces lors d'activités électorales. Pour plus d'informations sur ce prochain webinaire, puis pour rester à l'affût de toutes les activités, vous pouvez visiter bien sûr la page web de notre site qui est consacrée aux élections. L'adresse apparaît maintenant dans la fenêtre de clavardage. On vous invite aussi à vous y rendre vraiment régulièrement d'ici le jour des élections, puisque l'équipe d'Imagine Canada y ajoutera fréquemment du nouveau contenu. Je voulais aussi souligner, avant de nous lancer dans la discussion, souligner le soutien de la Tiny Foundation, de la Fondation McConnell, de la Fondation Mastercard et puis de la Counseling Foundation of Canada pour leur soutien. Bon, vous devez vous dire, Mélanie, allons-y, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Eh bien, parce que j'imagine que comme moi, vous avez hâte de profiter de l'expertise de nos panélistes. Alors, on y va. Aujourd'hui,
j'ai le grand plaisir, nous avons en fait le grand plaisir d'accueillir Jonathan Germain, qui est agent de rayonnement chez Élections Canada. Nous avons aussi Amandine Ledoan, qui est conseillère technique aux politiques à l'Agence du revenu du Canada. Puis on a aussi le plaisir d'accueillir Franz Cherestal, qui est conseiller au commissariat au lobbying. Alors, on va commencer la discussion avec une présentation de la part de Jonathan. À toi, Jonathan. Oh, merci beaucoup, Mélanie. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, justement, on va parler un petit peu de l'Élection Canada à ce niveau-là. Donc, Émilie, tu peux passer à la prochaine diapo et on va partir le party. All right. Donc, comme on a fait, je m'appelle Jonathan Germain et je suis également accompagné de ma collègue Valérie. Et aujourd'hui, justement, on va parler, dans le fond, dans le fond, les rôles et responsabilités que, une entité a lorsqu'elle veut participer ou si elle veut, dans le fond, s'engager dans le processus électoral. Donc, pour ce fait, prochaine diapo. Right. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, donc dans la petite présentation qu'on va vous faire, le but, ça va être de justement donc, comprendre comment est-ce qu'Élections Canada fait face aux attaques à la participation électorale. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que, il y a trois dimensions à la participation électorale que Élections Canada définit. OK? Et dans le fond, comment est-ce que ces différentes dimensions-là, il y a différents acteurs de la société pour engager avec, il y a des barrières, il y a des façons de faire. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus en profondeur. Et ensuite, justement, comment est-ce que ça va s'articuler avec les règles qui sont là en place en vertu de la loi électorale et comment ça, justement, on peut vous accompagner là-dedans et essayer de démystifier ce processus-là de ce côté. Donc, ça va être un peu ce qu'on va faire. Maintenant, c'est un excellent réflexe, Émilie. Good job. OK. Donc, pour commencer, la mission d'Élections Canada, donc pour ceux qui ne le savent pas, on fait un petit topo. Le but premier, c'est d'assurer que justement tous les Canadiens puissent exercer leur droit démocratique de voter et d'être candidats et également de travailler à l'élection. Donc, différentes caractéristiques et c'est quand même assez important de souligner la chose. Élections Canada est indépendant. Donc, ça veut dire que dans le fond, nous, on n'est pas tiré d'un ministre ou quelque chose comme ça. Donc, nous, on est vraiment indépendant. Notre budget, c'est nous autres justement qui va le déterminer et autres. On est définitivement non partisans. Donc, tout ce qu'on fait à ce niveau-là, ça va être donc, il n'y a pas d'intérêt politique ou d'intérêt partisan dans la chose. Donc, tout ce qu'on fait, ça va être pour tout le monde et tous les Canadiens. Et justement, cette espèce d'indépendance et non partisanerie, elle est établie par le Parlement. Donc, on est une agence du Parlement. Et lorsque, dans le fond, nous, on est redevable aux élus de la population de ce côté-là. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de garder ça comme ça. Donc, ça, c'est un petit peu sur comme ça vous met, si vous voulez, comme en place pour comprendre d'où est-ce qu'on arrive et comment est-ce qu'on met des règlements ou des processus en place. C'est selon ces principes-là. On peut passer à la prochaine. Donc, lorsqu'on parle, donc les différents acteurs, souvent, ce qu'on va voir, aborder les obstacles à cette participation-là. Donc, bien entendu, puis pour ça qu'on est là ici aujourd'hui, il y a des obstacles au niveau de l'apprentissage ou ce qu'on peut dire au niveau de l'information. Donc, avoir accès à l'information. Ensuite, une fois qu'on a accès à cette information-là, il y a également des obstacles au niveau de comment prendre action. Donc, maintenant que je sais que je peux faire quelque chose, comment est-ce que je m'y prends pour la faire? Et ensuite, bien entendu, une fois que ça s'est établi, maintenant, avec qui il faut que je connecte ou comment s'entourer, trouver les bonnes ressources, avoir les bonnes références, dans le fond, justement, d'avoir le bon processus en main. Donc, c'est comme ça qu'on a les différentes étapes, justement, pour apporter l'information démystifiée. Ça va être justement pour répondre à ces différents types d'obstacles-là. Donc, si on va à la prochaine. Et maintenant, donc, pour ce qui est des organisations communautaires, pourquoi est-ce que, justement, pour nous, ils sont importantes et pourquoi c'est important d'avoir ces exercices de communication-là, démystifier le processus avec vous? Plusieurs raisons. Principalement, donc, il y a l'importance au niveau de la société en général. Donc là, je vous sors un petit peu mes concepts de sciences politiques ici, là. Donc, vous avez donc on considère que les groupes communautaires sont dans les groupes très importants au niveau de la société parce que c'est des groupes d'intérêt, donc ça, vous l'avez ça, bien entendu, à motivation sociale et à but non pécunier, la plupart du temps. Donc, ce qui fait en sorte que, si on parlait justement donc, votre but, donc, certainement pas. euh, de ce côté-là. Donc, si ça va être des groupes d'intérêt qui vont représenter justement des groupes souvent qui vont être qui vont des fois avoir une voix souvent sous-représentée lors des débats sociaux ou dans les différents espaces. Donc, c'est pour ça qu'il y a une importance
souligner pour que les groupes, les organisations communautaires y aient une voix ou en fond, y ait une façon justement de s'impliquer dans les trois dimensions de la participation électorale. De ce côté, donc, pour l'instant, c'est ça, exactement. Et pour notre programme, donc on peut rester dans la même diapo. Good job. Donc, pour notre programme, aussi, ça c'est en général, mais pour nous, donc, à Élections Canada, ce qui est important aussi pour, dans le fond, l'intégration des organisations communautaires, comme vous l'avez dit, nous, le but, c'est d'assurer que tous les Canadiens aient accès à l'engagement électoral. Bien entendu, on s'entend qu'il y a différents groupes de Canadiens qui ont différentes barrières également pour s'accéder. Donc, nous, ça nous permet, en travaillant puis en permettant, si vous voulez, cette intégration des organisations communautaires dans le processus électoral, en fait, France, c'est que ça nous permet d'opérationnaliser notre stratégie, dans le fond, de communication et pour apporter l'information ou les connexions, dans le fond, les trois étapes que j'ai dit tantôt, auprès, justement, des différentes communautés, souvent qui n'ont pas accès ou qui sont moins représentées. Donc, à travers une espèce de stratégie de ruissellement de l'information, c'est, dans le fond, la stratégie de communication qu'on a adoptée. Et bien entendu, les organisations communautaires, à notre avis, ce sont les mieux placées pour être capables justement de distribuer ces informations-là à leur communauté. Ben, principalement parce que donc, je suis bien motivé, là, mais je ne peux pas me déplacer partout, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas toutes les réalités. Donc, d'avoir justement des différents messages, différents processus que ces organisations-là peuvent prendre et puis adapter pour leur communauté pour que la communication se fasse comme il faut et d'une façon efficace, c'est justement ce qu'on trouve qui est vraiment important. Donc, en gros, pourquoi les organisations communautaires, donc pourquoi est-ce que vous êtes important? Je viens de vous faire un petit pitch de vente là-dessus. Donc, on peut passer à la prochaine maintenant, Émilie. Merci. Donc, à ce niveau-là, quel genre de truc qui est important à distribuer? Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer ça? Eh bien, au niveau des différents sujets, au niveau des différentes trousses, Euh, il y a trois dimensions à la participation électorale. Il y a comment se présenter comme candidat, comment travailler à une élection et comment s'inscrire et voter. Donc ça, c'est en général, d'un point de vue d'électeur individuel, les trois façons de s'intégrer à ce niveau-là. Vous comprendrez, c'est quand même assez important. Et ces trousses-là, c'est dans le fond, c'est différents produits physiques et autres qu'on peut développer. Là, vous allez dire, ouais, mais à date, tu as parlé d'électeurs, tu as dit pourquoi les groupes communautaires étaient importants, mais je ne vois pas un peu comme le lien qu'on s'en va avec ça. Eh bien, c'est que on a des électeurs, mais les électeurs en tant que tels ne sont pas les seuls, comment on pourrait dire, acteurs dans le processus électoral. Dans le concept d'élection au Canada, on a ce qu'on appelle, dans le fond, un tiers. OK? On voit ça. Donc, il y a également une façon pour les tiers de s'impliquer dans le processus, leur façon de ça, et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine diapo. Donc, on peut changer. Merci. Donc, un tiers tel qu'il est défini par la réglementation de la loi électorale, c'est généralement une personne ou un groupe autre qu'un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture ou un candidat qui souhaite prendre part à des élections ou en influencer les résultats. Donc, vous voyez, on définit en excluant ce qu'on avait, dans le fond, les autres acteurs qu'on a là, de ce côté-là. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, on peut passer à la prochaine étape. C'est quoi être un tiers? Un tiers, c'est être un citoyen canadien ou un résident permanent ou résider au Canada. Donc, ça, c'est si on est particulier. Mais ça peut également être une personne morale qui exerce des activités commerciales au Canada ou c'est un groupe dont un responsable est citoyen canadien et ou résident permanent qui réside au Canada. Donc, selon la définition du troisième point qu'on garde quand même assez général, c'est selon dans le fond, troisième point-là qu'on va rentrer les organisations à but non lucratif. Hein. Donc, un groupe dans lequel, justement, vous avez soit un résident permanent ou un citoyen canadien, habituellement, c'est le cas la plupart du temps, et vous avez ça là-dedans. Maintenant, là, on a l'acteur qui est le tiers. Maintenant, quand le tiers veut s'intégrer, qu'est-ce qui arrive? Donc, une fois que l'élection est déclenchée, il y a un processus d'enregistrement qu'il faut faire. Ouais. Donc, on est un tiers, l'élection est déclenchée et que vous voulez mener une ou plusieurs activités qui sont réglementées pendant la période électorale qui nécessitent des dépenses. Et pour faire donc, si vous suivez tous ces processus-là, eh bien, vous devez vous inscrire en tant que tiers auprès d'Élections Canada pour être capable d'amener des activités ou des activités partisanes dans lesquelles vous déboursez pour pousser vos agendas. Il faut s'enregistrer pour le faire. On peut passer à la prochaine.
Voilà. Donc, dans ce merveilleux tableau, vous avez dans le fond un peu ce que j'ai expliqué, mais d'une façon beaucoup plus schématisée. Donc, il faut que la période électorale est débutée. Vous êtes un groupe et que vous voulez mener, dans le fond, dans les trois types d'activités que vous voyez à l'étape 3. Donc, si vous voulez plusieurs activités, donc vous avez des publicités électorales, vous avez des activités partisanes, des sondages électoraux, il faut s'inscrire. Donc, vous pouvez également choisir de vous inscrire au déclenchement de l'élection. En tout cas, ça pour dire, c'est que si vous voulez faire ces trois genres d'activités-là auprès justement d'un engagement, c'est là qu'il faut s'inscrire et pour pouvoir le faire. Donc ça, justement, ces listes-là vont vous être soumises dans le cadre de ça. Donc, vous allez pouvoir vous y référer par la suite. Mais tout ça pour vous dire que, dans le fond, vous avez bel et bien une structure, un carcan autour des activités de support politique que vous voulez faire. Il faut suivre les processus. On peut passer à la prochaine. Bon, elle dit OK, parfait. Qu'est-ce qu'on veut dire par activité réglementée? Donc, on va aller les explorer un petit peu plus. Ce qu'on veut dire par activité partisane, on dit nécessairement des activités réalisées par un tiers, donc ce qu'on a établi précédemment, pour favoriser ou contrecarrer un parti politique, un candidat à l'investiture, un candidat potentiel, bon, vous voyez toutes les choses. Autrement qu'en prenant position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Donc ça, c'est une activité partisane. Vous avez également les publicités. Bon, on s'entend, diffusion par un tiers sur un support quelconque et pendant une période électorale d'un message qui favorise un candidat ou justement qui vise à conquérir un autre candidat. Et ensuite, donc à ce niveau-là que je trouve quand même intéressant aussi, si vous faites des sondages électoraux, sondages sur les intentions ou les choix de vote, sur une question à laquelle, dans le fond, ou sur une question partisane ou électorale, ça fait partie des genres d'activités que vous allez devoir enregistrer dans le cadre justement de la réglementation. Euh, oh, puis d'ailleurs, c'est quand même très important à souligner. Donc, vous ne devez pas utiliser des fonds provenant d'une entité étrangère au Canada pour pouvoir payer pour ces activités-là. Hein. C'est quand même très important, que ce soit en période électorale ou non. Donc, il faut que les fonds proviennent justement des entités canadiennes pour les élections canadiennes. Quand même, nuance très importante à apporter et à toujours souligner. Donc là, je comprends que je vous ai lancé plein d'informations, plein de concepts, plein de choses comme ça. C'est c'est quand même un peu flottant. Des fois, ça peut manquer un peu d'assises, mais c'est pour ça, dans le fond, qu'on a dit qu'on allait faire ça relativement rapidement. Et j'ai déjà beaucoup parlé, donc de ce côté-là, tout est fait. Vous avez accès aux ressources à ce niveau-là. Donc, si vous voulez aller explorer plus en profondeur toutes ces considérations-là, vous avez le manuel sur le financement politique des tiers, les formulaires d'enregistrement. Donc, tout ce que j'ai dit, s'enregistrer, plus de détails sur la façon quel genre d'activité, etc., foire aux questions. Vous pouvez tout trouver ça sur le site d'élection, sur les sites d'Élection Canada, dans les liens qui sont là, les plafonds des dépenses, donc les nuances qui sont là. Je vous invite à les utiliser. C'est très utile si vous voulez vous engager. Et je pense que ça fait à peu près mon 10-12 minutes. Et voilà. Et encore une fois, vous avez plein de références si vous avez des questions, parce qu'une partie de notre travail, c'est justement de référer aux bonnes informations, aux bons gens qui vont pouvoir donner la bonne information. Donc, vous avez élection.ca, comme je vous l'ai dit. Vous avez Inspirer la démocratie, donc ça qui est mon programme de rayonnement dans lequel justement j'évolue. Élection et démocratie. Et de ce côté-là, qui est pour les ressources pour les enseignants. En tout cas. Donc, c'est ça. Donc, vérifiez ça, allez visiter ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous inscrire directement à l'adresse courriel ci-dessous. Et ça va me faire plaisir de vous référer et de vous répondre. Et voilà. Merci, Jonathan. Ben, en fait, merci beaucoup d'avoir souligné le fait que les groupes communautaires, en fait, ils forment un secteur dont la voix est parfois et souvent, en fait, sous-représentée là, lors de Mhm. campagnes électorales, puis qu'en fait, on a un rôle clé à jouer, non seulement parce qu'on veut on veut mettre en lumière les causes que l'on défend, puis pour lesquelles Exact. on agit, mais aussi, très, très important, on joue souvent un rôle clé là, pour distribuer des infos. Oh oui. Lors des campagnes électorales. Alors, merci d'avoir partagé tout ça. Donc, pour moi, c'est matière à réflexion et à mobilisation. Donc, merci encore une fois. On va continuer maintenant la conversation avec Amandine de Lohan, encore une fois, qui est conseillère technique aux politiques à l'Agence du revenu du Canada.
Donc, bonjour tout le monde. Merci Imagine Canada d'avoir organisé ce fabuleux webinaire et donné l'opportunité de présenter nos exigences. Donc, mais c'est ça. Donc, mon nom est Amandine Ledouane. Je suis conseillère technico-politique à la direction des organismes de bienfaisance de l'ARC. Puis avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je vous joins aussi de Montréal, Tiohtià:ke, qui fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka et qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les Premières Nations. Et comme on se réunit virtuellement, je tiens également à reconnaître les terres sur lesquelles vous êtes rassemblés d'un océan à l'autre. Prochaine diapo. Oui, la prochaine aussi. Merci. Donc, l'objectif de notre présentation aujourd'hui est de vous renseigner sur les règles en matière d'activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration, aussi appelées ADP, qui sont menées par les organismes de bienfaisance enregistrés. Donc, ces règles ne s'appliquent pas à tous les OBNL, donc seulement aux organismes de bienfaisance qui sont enregistrés en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu. Et compte tenu des périodes électorales qui sont à venir, les organismes de bienfaisance pourraient vouloir prendre cette occasion pour souligner les enjeux politiques qui leur tiennent à cœur. Et l'ARC reconnaît que les organismes de bienfaisance ont une importante contribution à apporter dans les conversations sur les enjeux de politique auxquels les Canadiens font face. Donc, la loi de l'impôt sur le revenu leur donne beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir participer au processus d'élaboration des politiques. Mais toutefois, les organismes de bienfaisance doivent respecter certaines règles lorsqu'elles mènent ce type d'activité. Donc, l'ARC a publié des lignes directrices détaillées sur le sujet, les lignes directrices CG 027, qui sont disponibles sur notre site web et que je vous invite à consulter parce qu'elles détaillent toutes ces règles et exigences. Prochaine diapo. Donc, on va commencer cette présentation par définir c'est quoi des ADP. Ensuite, on va vous expliquer l'exigence de la loi de l'impôt sur le revenu voulant que les ADP menés par les organismes de bienfaisance réalisent une fin déclarée de l'organisme de bienfaisance. Et puis finalement, on va traiter de l'interdiction de soutenir ou de s'opposer à un parti politique ou un candidat à une charge publique avant de conclure avec certains rappels clés. Prochaine. Donc, alors, c'est quoi des ADP? Le terme « activité relative au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration » a été introduit dans la loi de l'impôt sur le revenu en 2018, lorsque la loi a été amendée afin de préciser que les activités de bienfaisance incluent les ADP menées en vue de la réalisation d'une fin de bienfaisance. Le terme ADP est venu remplacer le terme « activité politique » afin de permettre de refléter un plus large éventail d'activités. L'ARC définit les ADP comme désignant les activités qu'un organisme de bienfaisance mène pour participer au processus d'élaboration de politiques publiques ou pour faciliter la participation du public à ce processus. Les ADP visent généralement à influencer les lois, les politiques ou les décisions du gouvernement au Canada ou à l'étranger. Par exemple, les ADP peuvent comprendre fournir de l'information sur les politiques publiques, effectuer de la recherche en matière de politiques publiques, exprimer des opinions sur les politiques publiques. Elles peuvent aussi inclure militer pour le maintien, l'opposition, le changement d'une loi, d'une politique ou d'une décision de tout palier de gouvernement. Ça peut aussi inclure mobiliser les autres à exprimer leur soutien ou leur opposition à une loi, une politique ou décision du gouvernement. Ça peut aussi inclure faire des représentations auprès de nos représentants élus, fournir des plateformes et engager des discussions entre les candidats et les partis politiques sur des enjeux de politique publique. Et finalement, ça peut aussi inclure communiquer sur les médias sociaux pour exprimer son point de vue sur des sujets liés aux politiques publiques. Prochaine diapo. Donc, en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance doit être constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance. Ça exige que les fins déclarées d'un organisme, c'est-à-dire les fins qui sont énoncées dans ses documents constitutifs comme ses statuts constitutifs ou sa constitution, ces fins-là doivent relever de la bienfaisance. Une fin de bienfaisance s'inscrit dans une des 4 catégories qui ont été établies par les tribunaux, donc le soulagement de la pauvreté, la promotion de l'éducation, la promotion de la religion, ou une 4e catégorie de fins utiles à la communauté qui ont été reconnues par les tribunaux comme relevant de la bienfaisance. Ces fins incluent par exemple les fins pour promouvoir la santé, pour protéger l'environnement, pour promouvoir le respect des droits de la personne, par exemple. Cependant, la Common Law a statué que les fins politiques ne sont pas des fins de bienfaisance. Les fins politiques, c'est les fins qui visent à faire maintenir, opposer ou faire modifier les lois, les politiques ou les décisions de tout palier de gouvernement au Canada ou à l'étranger. Donc, ça signifie que les fins déclarées dans un document constitutif d'un organisme de bienfaisance ne peuvent en aucun cas faire référence à influencer les lois, les politiques ou les décisions du gouvernement
et ce, même si toutes ou la plupart de ces activités sont des ADP. Les fins doivent plutôt être rédigées de façon à mettre l'accent sur la fin de bienfaisance que les ADP visent à réaliser plutôt que les ADP elles-mêmes. Prochaine diapo. Donc, un organisme de bienfaisance peut mener un nombre illimité d'ADP dans la mesure où elle réalise une fin de bienfaisance déclarée de l'organisme. En d'autres mots, un organisme de bienfaisance est libre de militer pour le maintien, l'opposition ou la modification de toute loi politique ou décision gouvernementale en vue de la réalisation de ces fins de bienfaisance déclarées. Pour être considéré comme réalisant une fin de bienfaisance déclarée, une ADP doit répondre à 2 critères. Premièrement, elle doit être liée à une fin de bienfaisance déclarée et deuxièmement, elle doit fournir un bienfait d'intérêt public lorsqu'elle est considérée de concert avec la fin de bienfaisance déclarée qu'elle vise à réaliser. Donc, dans ce contexte, un organisme de bienfaisance pourrait, par exemple, mener des ADP pour soulager la pauvreté en contribuant à l'élaboration de politiques gouvernementales en matière de soulagement de la pauvreté, ou bien promouvoir l'éducation en contribuant à l'élaboration de politiques en matière de réglementation de l'éducation. Prochaine diapo. Donc, maintenant que nous avons discuté des ADP que les organismes de bienfaisance sont autorisés à mener, on va aborder les activités qui sont interdites. Donc, selon la loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance ne peut jamais directement ou indirectement soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique ou s'y opposer. Soutenir ou s'opposer directement fait référence aux situations où les messages externes de l'organisme, par exemple ses médias sociaux, son site web, ses publications imprimées ou ses discours, indiquent qu'il appuie un parti politique ou un candidat ou s'y oppose. Soutenir ou s'opposer directement peut aussi faire référence aux situations où un organisme transfère ses ressources financières, humaines ou physiques à un parti politique ou un candidat, ou leur permet d'utiliser ces ressources pour un prix en deçà de la juste valeur marchande. D'un autre côté, soutenir ou s'opposer indirectement fait référence aux situations où les registres ou communications internes de l'organisme révèlent qu'il a mené une activité pour appuyer ou s'opposer à un parti politique ou un candidat. Ça peut aussi faire référence aux situations où un organisme transfère ses ressources à une tierce partie afin qu'elles servent à soutenir ou s'opposer à un parti politique ou un candidat. Prochaine. Donc, lorsqu'on parle de l'interdiction de soutenir ou de s'opposer à un parti politique ou à un candidat à une charge publique, il y a 3 définitions clés qui sont à garder à l'esprit. Donc, premièrement, candidat. L'ARC considère qu'un candidat est une personne qui répond à la définition de ce terme dans la loi électorale qui s'applique. Donc, par exemple, un candidat à une élection fédérale serait une personne qui répond à la définition de ce terme dans la loi électorale du Canada. Deuxièmement, l'agence considère qu'un parti politique est toute organisation ayant pour fin fondamentale de participer aux affaires publiques en appuyant au moins un de ses membres en tant que candidat et en appuyant son élection. Et puis, enfin, candidat à une charge publique. Donc, l'agence considère qu'un candidat à une charge publique est une personne qui cherche à se faire élire à la Chambre des communes ou à une assemblée législative d'une province ou d'un territoire, un conseil de bande, une administration régionale ou municipale ou toute autre entité semblable. Prochaine diapo. Donc, voici quelques exemples de soutien ou d'opposition directe ou indirecte à un parti politique ou à un candidat à une charge publique. En termes de soutien ou d'opposition directe, un organisme de bienfaisance ne pourrait pas, par exemple, endosser un candidat sur les médias sociaux, faire un don à un parti politique, demander aux gens de ne pas voter pour un parti politique ou bien envoyer ses administrateurs pour accompagner un candidat lors d'une campagne à titre de représentant d'un organisme de bienfaisance. En termes de soutien ou d'opposition indirecte, ça peut inclure, par exemple, des situations où les documents internes d'un organisme de bienfaisance révèlent que l'organisme s'opposera à un parti politique qui a une vision différente sur certains enjeux politiques en organisation et manifestation au lieu de rassemblement du parti. Le soutien indirect, ça pourrait aussi être une situation où un organisme de bienfaisance envoie des employés travailler pour une organisation à but non lucratif, étant entendu que le temps des employés va servir à appuyer la campagne électorale d'un candidat. Prochaine diapo. Donc, malgré cette interdiction, il existe quand même plusieurs façons pour un organisme de bienfaisance de mener des ADP pour réaliser ces fins de bienfaisance sans que cela revienne à soutenir ou s'opposer à un parti politique ou un candidat. Un organisme peut mener des ADP pour appuyer ou opposer une politique gouvernementale qu'un parti politique ou qu'un candidat appuie ou oppose également, tant que l'organisme ne fait pas référence à ce parti politique ou à ce candidat. Les ADP ne sont pas et ne vont pas devenir un soutien ou une opposition à un parti
politique ou un candidat du simple fait qu'un parti politique ou un candidat a le même point de vue que l'organisme sur un enjeu particulier. D'autre part, un organisme de bienfaisance peut aussi informer le public sur les positions politiques de tous les partis et candidats, et ce, même s'il est évident qu'un parti ou un candidat en particulier partage les opinions de l'organisme, tant que l'information est présentée de manière neutre. Un organisme peut aussi organiser des débats entre les candidats dans la mesure où l'organisme fournit une opportunité égale à tous les partis politiques de présenter leurs opinions sur l'enjeu de politique publique. Prochaine. Donc, afin de vous fournir un exemple plus concret, on peut prendre par exemple un organisme de bienfaisance qui ici est établi pour réaliser une fin de fournir de l'aide à l'établissement aux réfugiés nouvellement arrivés et qui aimerait mener les ADP pour appuyer des politiques gouvernementales qui facilitent l'émission de permis d'emploi et de permis d'études aux immigrants. Prochaine diapo. Donc, dans ce scénario, l'organisme pourrait, par exemple, dire à ses partisans de communiquer avec leurs représentants élus pour exprimer leur appui pour ce type de politique, mais il ne pourrait pas leur dire de ne pas voter pour un parti politique qui s'oppose à ce genre de politique. L'organisme peut aussi communiquer ses opinions sur cet enjeu dans la mesure où il n'identifie pas un candidat ou un parti politique. Il pourrait aussi tenir un débat sur cet enjeu lors duquel tous les partis politiques sont invités à présenter leur point de vue, mais il ne pourrait pas décider d'inviter un seul candidat à une élection qui partage son point de vue afin de parler aux partisans de l'organisme. Aussi, l'organisme pourrait publier l'historique des votes antérieurs de tous les députés sur cet enjeu politique, mais il ne pourrait pas mettre en relief ou accentuer les habitudes de vote de façon favorable ou défavorable d'un parti politique ou d'un candidat en particulier sur l'enjeu politique, parce que ça reviendrait à montrer une opposition ou un soutien à un parti politique ou candidat. Prochaine diapo. Donc, il est aussi important de souligner que les règles relatives aux ADP, incluant l'interdiction de soutenir ou de s'opposer à un parti politique ou candidat, ne s'appliquent pas aux administrateurs, bénévoles, employés ou tout autre représentant d'un organisme qui agissent en leur capacité personnelle en tant qu'individu plutôt qu'au nom de l'organisme. Par contre, l'organisme de bienfaisance ne doit jamais utiliser ses ressources pour appuyer la participation politique personnelle de ces personnes. Les ressources de l'organisme, ça peut inclure le temps de ses employés bénévoles, ses bureaux, fournitures de bureaux, ses événements et toutes ses publications et plateformes en ligne. Les représentants et surtout ceux qui sont en position d'autorité au sein de l'organisme peuvent s'exprimer à l'oral ou à l'écrit en leur propre nom, mais devraient indiquer que leurs commentaires sont de nature personnelle et qu'ils ne représentent pas les opinions de l'organisme. Prochaine diapo. Donc, si on prend l'exemple d'un administrateur d'un organisme de bienfaisance qui se porte candidat aux élections fédérales et qui veut faire campagne, cet administrateur pourrait faire campagne sur son temps personnel en utilisant ses propres ressources. Il peut aussi parler de ses opinions en dehors des événements de l'organisme, mais devrait toujours indiquer qu'il s'agit de ses opinions personnelles et non celles de l'organisme. Du côté de l'organisme lui-même, il ne pourrait pas mettre ses ressources à la disposition de son administrateur pour sa campagne, notamment ses bureaux, ses fournisseurs ou ses ressources humaines. L'organisme ne pourrait donc pas non plus utiliser ses activités ou ses événements, ses comptes de médias sociaux, son site web ou d'autres publications pour offrir à l'administrateur une plateforme pour faire campagne ou exprimer ses opinions. Ça reviendrait à appuyer un candidat à une charge publique, ce qui est interdit. Prochaine diapo. Donc, afin de clore cette petite présentation, je vous laisse avec quelques rappels clés. Donc, premièrement, les ADP sont seulement permis si elles réalisent une fin de bienfaisance déclarée de l'organisme. Donc, un organisme ne devrait pas chercher à opposer, modifier une loi, décision ou politique gouvernementale qui n'est pas liée à ces fins. Il a toujours l'opportunité de faire modifier ces fins déclarées afin d'autoriser de mener des ADP. Et il est aussi important que l'organisme tienne des registres comptables adéquats qui montrent comment ces ADP réalisent ces fins de bienfaisance déclarées. Deuxièmement, il n'y a aucune limite relative à la quantité de ressources qu'un organisme peut utiliser pour les ADP. Donc, il pourrait utiliser jusqu'à 100% de ses ressources à des ADP qui réalisent ces fins de bienfaisance déclarées. Ensuite, bien important, un organisme de bienfaisance ne peut en aucun cas soutenir ou opposer directement ou indirectement un parti politique ou un candidat à une charge publique. Donc, lorsqu'il souhaite appuyer ou s'opposer à une loi politique ou décision du gouvernement, ses communications doivent être centrées sur l'enjeu politique en question plutôt que sur un parti politique ou un candidat qui s'y oppose ou qui le soutient.
Finalement, il existe d'autres lois fédérales, provinciales ou municipales qui pourraient s'appliquer aux ADP d'un organisme, comme la loi électorale du Canada et la loi sur le lobbying qui a aussi fait l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc, on vous recommande fortement de vous renseigner, de vous familiariser avec ces autres exigences législatives. Si vous souhaitez mener de nouvelles ADP que vous n'êtes pas certain si elles respectent les règles, on vous encourage aussi à communiquer avec notre service à la clientèle qui seront ravis de vous aider. Prochaine diapo. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques à votre organisme, voici le numéro pour rejoindre notre service à la clientèle, 1-888-892-5667. Vous pourrez, des gens sont disponibles pour vous parler du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure locale. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre liste d'envoi électronique si vous souhaiteriez recevoir des mises à jour de la direction des organismes de bienfaisance. Sinon, ça serait tout pour moi aujourd'hui. Merci de votre temps. Merci infiniment, Amandine. J'entends encore une fois que la tenue d'élection, c'est un moment clé, en fait, pour les organismes de bienfaisance pour défendre nos causes puis pour se mobiliser. Mais bien sûr, en tenant compte des règles qui sont énoncées, que tu as énoncées, en fait, comme, par exemple, ne pas donner son appui à un parti politique ou à un ou une candidate en particulier. Bon, merci. Ce fut très instructif. Je crois maintenant qu'on est prêt à passer à France Cherestal du commissariat au lobbying. Avant de passer à France, je vous rappelle que vous pouvez nous faire parvenir vos questions dans la fonction, par le biais de la fonction Q&R, questions et réponses. Alors, je passe le flambeau à France. Bonjour, merci de nous avoir invités à participer à cette conversation. Avant de commencer, je veux juste dire que notre commissariat reconnaît que le lobbying et les activités politiques sont des activités légitimes. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo. Également, mon collègue Scott est présent. Juste au cas où vous avez des questions ou est-ce que peut-être je ne connaîtrais pas la réponse. Alors, qu'est-ce que le lobbying réglementé? Alors, premièrement, c'est communiquer avec des responsables fédéraux, alors soit directement ou indirectement, écrit verbalement, appel au grand public, à propos d'une mesure réglementée, alors proposition législative, projet de loi, règlement, politique, programme, octroi de subventions, contributions ou autres avantages financiers. Et pour les lobbyistes conseils seulement, ça inclut également l'octroi de contrat et le simple fait d'organiser une rencontre entre un titulaire de charge publique et une autre personne, même si cette rencontre-là n'a pas à faire avec du lobbying. Et ces activités-là se font pour un client ou pour un employeur. Et pour les lobbyistes conseils, ils doivent s'enregistrer dans un délai de 10 jours civils à partir du moment où ils acceptent de s'engager à faire du lobbying pour leurs clients. Et pour les organisations et les entreprises, ils ont un délai de 2 mois pour s'enregistrer à partir du moment où ils rencontrent la partie importante de leur fonction collective. Alors, présentement, c'est de 20%. Alors, prochaine diapo. Alors, quand on parle de fonctionnaires fédéraux ou titulaires d'une charge publique, on veut dire la même chose. OK? Alors, qui sont les titulaires de charge publique? C'est presque tous les employés, dirigeants et cadres fédéraux, les membres des forces armées de la GRC et de la GRC, le personnel des parlementaires ainsi que tous les postes désignés. Alors, communiquer avec eux peut exiger que vous vous enregistrez et parmi les titulaires de charge publique, il y en a qui sont désignés. Alors, ça, c'est tous les parlementaires, le Sénat, Chambre des communes, y compris le premier ministre, les ministres et les ministres d'État, le personnel ministériel
la plupart des cadres supérieurs, sous-ministres, directeurs généraux, sous-ministres délégués, adjoints, etc., et d'autres postes fixés par règlement. Alors, communiquer avec eux, additionnellement à l'enregistrement, ça peut également exiger que vous envoyez un rapport de communication mensuel. Et la meilleure façon de savoir qui sont désignés, c'est simplement quand vous communiquez avec un titulaire de charge publique, leur demander s'ils sont désignés ou non. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, toute personne ou entité qui doivent être identifiées comme lobbyistes dans le registre des lobbyistes est également assujettie au code de déontologie des lobbyistes. Et l'objectif du code, c'est de favoriser un lobbying transparent et éthique. Et il y a 4 sections. Alors, la première section, c'est la divulgation. Alors, quand vous communiquez avec un titulaire de charge publique, vous devez toujours dire qui vous êtes, qui vous représentez et quel est l'objectif de votre communication. Ensuite, et vous devez également divulguer à vos clients et votre employeur vos obligations par rapport à la loi et au code. Et également s'il y a des restrictions qui s'appliquent à vous concernant le lobbying. Deuxième section, ça serait la fiabilité. Alors, vous devez agir de bonne foi et de prendre des mesures pour ne pas induire en erreur. Et également, vous ne devez pas utiliser de l'information obtenue d'un responsable à titre confidentiel, à moins que vous ayez leur permission. Troisième section du code, c'est cadeaux, marques d'hospitalité. Alors, c'est interdit de les fournir à un responsable faisant l'objet du lobbying, sauf dans certaines conditions et dans le respect des limites de dépenses. Alors, présentement, la limite est de 40 $ par lobbyiste, par instance, par titulaire de charge publique et une limite de 200 $ annuellement. Et la dernière section est le sentiment d'obligation. Alors, il est interdit d'effectuer du lobbying auprès d'une personne lorsqu'il semble y avoir un sentiment d'obligation en raison d'une relation étroite, d'un travail politique ou d'autres circonstances. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, sentiment d'obligation. Alors, comme j'ai dit, ne faites jamais du lobbying auprès d'un fonctionnaire lorsqu'on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d'obligation envers vous parce que vous entretenez une relation étroite avec ce fonctionnaire ou parce que vous avez effectué un travail politique, rémunéré ou non, pour le bénéfice du fonctionnaire, sauf si la période de restriction est expirée. Et également, s'il y a un autre sentiment d'obligation à cause de quelque chose qui n'a pas été mentionné, il ne faut quand même pas effectuer du lobbying auprès de ces fonctionnaires-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, j'ai mentionné travail politique. Alors, ça, c'est du travail rémunéré ou non rémunéré de nature politique ou partisane pendant ou entre les périodes électorales pour le bénéfice d'un fonctionnaire. Alors, ça inclut tout rôle, fonction ou tâche. Lorsque le fonctionnaire était candidat à l'investiture, candidat à la direction, candidat à l'élection ou pour le parti politique du fonctionnaire, y compris toute association de circonscription électorale affiliée. Alors, si vous aviez un rôle politique de leadership ou de haut niveau effectué pour le fonctionnaire ou leur parti politique, la période de restriction est normalement de 24 mois. Alors, pendant 24 mois, vous ne pourrez pas faire du lobbying auprès de ces individus-là.
Et si vous aviez d'autres rôles, fonctions ou tâches politiques impliquant des interactions fréquentes ou étendues avec le fonctionnaire, ou vous avez effectué à temps plein ou presque à temps plein pour le fonctionnaire ou leur parti politique, la période de restriction normalement est de 12 mois. Et s'engager dans la collecte de fonds qu'on pourrait raisonnablement penser qu'elle est importante pour le fonctionnaire, période de restriction normalement est de 12 mois ou moins. Si vous avez des questions pour savoir s'il y a une période de restriction, la durée de cette restriction-là, vous pouvez toujours nous contacter avec les détails. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voici des exemples de travail politique. Servir à titre de porte-parole désigné, servir à titre de chef de campagne, servir dans un poste d'échelon supérieur dans une course à la chefferie, etc. Alors, ça, c'est des exemples vraiment de haut niveau, tandis que d'autres exemples de plus bas niveau seraient faire du porte-à-porte, s'engager dans la collecte de fonds, y compris solliciter ou recueillir des dons, distribuer ou diffuser du matériel pour des campagnes, coordonner la logistique pour le bureau de campagne, effectuer des recherches politiques ou des tâches liées aux analyses de données ou s'occuper de la logistique d'un événement politique ou d'un événement de campagne. Alors ça, c'est plus bas niveau, alors ça affectera la durée que vous ne pouvez pas effectuer du lobbying auprès de ces individus-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a du travail politique qui ne comprend pas d'autres formes de participation politique, comme assister à un événement de financement ou de campagne, afficher personnellement des pancartes électorales ou publier en ligne du matériel numérique de campagne pendant une période électorale, exprimer des opinions politiques personnelles, faire une contribution politique en conformité avec un régime législatif électoral ou adhérer à un parti politique, peu importe l'ordre du gouvernement du Canada. Alors, ces activités-là, si c'est seulement ça que vous avez fait, lorsque vous nous contactez, des chances sont probables qu'il n'y aurait pas d'interdiction de lobbying qui s'appliquerait. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les exigences de conformité, alors, les déclarants doivent se conformer aux exigences de la loi sur le lobbying en matière d'enregistrement et de déclaration. Et les lobbyistes conseils ne peuvent pas recevoir et leurs clients ne peuvent pas fournir un paiement qui dépend du résultat du lobbying. Et les anciens fonctionnaires désignés doivent se conformer à la restriction de 5 ans quant au lobbying. Alors, une infraction concernant la loi sur le lobbying peut mener à une investigation par la Gendarmerie royale du Canada et peut avoir comme résultat une amende maximale de 200 000 $, emprisonnement maximal de 2 ans et une interdiction d'exercer du lobbying maximal de 2 ans. Alors, Minali, je vois que vous êtes surpris. Au Canada, je crois que la plus grosse amende jusqu'à présent, c'est 50 000 $ et il n'y a pas eu encore d'emprisonnement. Alors, ensuite, règles éthiques. Les lobbyistes enregistrés doivent se conformer au code de déontologie des lobbyistes et de ses règles. Des infractions concernant le code, par rapport au code, peut mener à une investigation par notre bureau et peut avoir comme résultat un rapport qui se fait au Parlement. Prochaine, s'il vous plaît. Alors,
une chose à retenir, c'est que la loi sur le lobbying reconnaît que la liberté d'accès aux institutions de l'État est importante. Le lobbying est une activité légitime. Savoir qui se livre à des activités de lobbying est désirable, mais l'enregistrement des activités de lobbying ne doit pas faire obstacle à l'accès au gouvernement. La présentation que je viens de donner, c'est vraiment très bref. On offre également des sessions d'information gratuites qui vont vraiment plus en détail sur les obligations par rapport à la loi et au code. Alors, vous pouvez toujours nous contacter si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Et également, vous pouvez aller sur notre site web pour faire votre propre recherche par rapport à notre région. Merci. Merci, Franz. Merci de nous avoir fait en fait découvrir un peu les paramètres éthiques là, du lobbying, puis aussi d'avoir fait la différence entre le personnel puis l'organisationnel. Parfois, on se demande quand on travaille pour un OBNL jusqu'à quel point on peut s'impliquer au niveau personnel. Alors, c'est bien que tu nous aies donné quelques barèmes là-dessus. Merci beaucoup. Bien, merci en fait aux trois panélistes. J'apprécie vraiment toutes vos contributions. Je crois qu'on a quelques questions, en fait, on a quelques questions qui nous ont été posées. J'ai envie de vous demander, Jonathan, Amandine et France, d'ouvrir vos micros, puis on va y aller un petit peu là, en improvisant. La première question, en fait, allez-y, la personne qui se sent plus en mesure de répondre. On se demande si on peut organiser un événement style panel avec plusieurs représentants ou représentantes de différents partis sur un sujet particulier. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est éthique? Je vous laisse répondre. Je vois Jonathan qui lève sa main. Donc, moi et Valérie, justement, on s'est parlé, on a vu les questions, puis justement, on s'est parlé là-dessus au cours. Donc, je vais laisser Valérie y répondre. Vas-y, le plancher est à toi. Parfait. Donc, si l'objectif n'est pas de favoriser ou contrecarrer un parti, un candidat, etc., ça ne serait pas une activité réglementée. Donc, il faut voir c'est quoi comme l'objectif de l'événement. Mais si c'est juste un événement neutre, ça ne serait pas une activité réglementée. D'accord. Merci beaucoup, Valérie. Je pourrais aussi ajouter, si on parle d'un organisme de bienfaisance enregistré en particulier, ça aussi, ça pourrait être une activité de bienfaisance qui réalise une bienfaisance. Par exemple, si l'organisme est établi pour une fin de promouvoir la santé, il pourrait bien organiser un panel avec des représentants de différents partis pour discuter d'un sujet lié à la santé. Fantastique. Merci, Amandine. Franz, quelque chose à ajouter? Oui, alors, si dans cet événement-là, il y a une discussion par rapport au sujet que j'avais mentionné, alors projet de loi, etc. Là, on passe dans le lobbying. C'est pas une chose à retenir, il ne faut pas nécessairement essayer de convaincre un titulaire de charge publique pour que ça soit considéré du lobbying. C'est vraiment, si vous discutez d'un sujet prescrit, là, ça devient du lobbying. Et une fois que c'est déterminé que c'est du lobbying, là, vous devez voir si vous rencontrez les exigences pour vous enregistrer, etc. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question. On a encore du temps s'il y a d'autres gens qui veulent inscrire des questions. Là, on va prendre une deuxième question, mais je crois qu'on aura le temps d'en prendre 2 ou 3 de plus. Alors, allez-y si vous voulez en inscrire plus dans les questions et réponses. Donc, on a une personne qui nous demande si on prévoit communiquer au sujet de questions de politique qui sont permises selon l'ARC. Doit-on s'enregistrer comme tiers? Je pense que celle-là, on va l'envoyer à Amanda. Oh, OK. OK, non, vas-y, Franz, c'est parce que je voyais l'arc, alors je me suis dit, je vais l'envoyer vers Amandine, mais vas-y, Franz, si tu veux y aller d'abord, puis on verra si Amandine et Jonathan ont quelque chose à ajouter. Alors, si vous contactez des titulaires de charge publique et vous avez seulement des questions pour comprendre une loi, comment ça s'applique à vous, à votre client, ou vous voulez avoir des clarifications, ça, ce n'est pas considéré comme étant du lobbying. Mais au moment où est-ce que vous commencez à donner votre opinion, là, ça se transfère plus vers le lobbying.
D'accord. Parfait. Quelque chose à ajouter, Amandine, Jonathan? Je pense que c'est une question plutôt pour Jonathan. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire comme tiers auprès d'Élections Canada? Parce que cette activité serait permise selon la RC, là, dans la mesure où elle répond aux exigences de la loi d'impôt sur le revenu. Pour la loi électorale, si une organisation engage des dépenses, par exemple des dépenses de publicité lors de l'élection, puis c'est lié à comme je pense que ça dit ici, un sujet politique, par exemple, si la dépense est plus de 500 $, le tiers doit s'enregistrer auprès d'Élections Canada. Depuis que c'est plus haut que 500 $, ils doivent s'enregistrer. Merci, Valérie. Troisième question. J'aime bien celle-ci. Lorsque vous donnez la directive d'inviter tous les partis à un débat ou à répondre à un questionnaire sur leur position sur un enjeu, est-ce qu'on doit inviter tous les partis inscrits aux élections? Surtout qu'il y en a, des fois, il y en a plus d'une vingtaine, là. Donc, bonne question ici. Comment on s'y prend pour qui est-ce qui doit qui doit figurer sur notre liste d'invités, en fait? Vas-y, Valérie. Pour la loi électorale, pour nous, l'organisation d'un débat entre au moins, par exemple, 2 candidats ou chefs de parti n'est pas nécessairement une activité partisane, à moins que si c'est ça l'objectif, comme si l'objectif d'organiser le débat est de favoriser ou contrecarrer un autre parti ou un autre candidat. Donc, ça serait, dans ce cas-là, une activité d'élection, puis l'organisation va devoir, s'ils dépensent plus de 500 $, s'enregistrer et aussi déclarer cette dépense-là dans leur rapport. Mais l'organisation n'est pas nécessairement obligée d'inviter tous les partis s'ils font un débat. C'est pas obligatoire. Si on me permet, dans le fond, dans le cadre des intervenants avec lesquels on est venu, souvent il va y avoir des panels, il va y avoir des discussions qui vont être faites de ce côté-là. Comme Valérie l'a dit, ça, il y a un travail de discernement à faire là-dedans également. Donc, vous avez la nature de la chose et qui qu'on invite. On ne s'attend pas à ce que, justement, si, dans le fond, il y a un panel qui s'organise en Colombie-Britannique, que vous invitiez, dans le fond, justement, peut-être des partis politiques qui ne se trouvent pas dans cette aréna ou dans ces choses-là. Right? Mais il faut qu'il y ait un travail de discernement qui a été fait. Puis il faut voir, parce que vous pouvez inviter des gens aussi, justement, pour venir au panel, puis il y en a qui peuvent refuser aussi. Mais au moins, vous avez fait l'action d'inviter tout le monde. Right? Donc, il y a également cette perspective-là à aller voir. Donc, travail de discernement et justement dans la nature de l'activité. Quel est le but du panel qui a été fait, pourquoi ça a été fait, etc. Merci, Jonathan. Puis pour ce qui est de l'application des règles de la loi de l'impôt sur le revenu, c'est un peu le même idée. Là, on ne s'attend pas, parfois il est souvent impossible d'inviter tous les partis politiques ou candidats à une élection, mais il faut qu'il y ait comme un effort raisonnable de faire inviter les partis qui représentent un large spectre politique pour éviter de tomber sous l'interdiction de soutenir ou s'opposer à un parti politique ou candidat. Voilà, j'entends. Faire un effort raisonnable, faire preuve de discernement. Il nous reste 3 minutes. J'ai un petit mot de la fin, mais j'aimerais quand même en 10 secondes chacun. La chose, là, si nos participants, là, ils repartent avec quoi? La chose la plus importante, s'il y a une chose que je ramène dans mon organisme aujourd'hui, suite à ce webinaire, on va y aller avec toi, Amandine. Quel est le point le plus important, là? Je pense que j'en ai 2. Donc, fin de bienfaisance déclarée. Donc, toutes les activités d'un organisme de bienfaisance doivent réaliser une fin de bienfaisance déclarée, que ce soit une activité politique ou non. Puis ensuite, l'interdiction de soutenir ou opposer un parti politique ou candidat à une charge publique. J'adore. Merci, Jonathan. De mon côté, c'est justement dans la conception qu'on a, dans le fond, veut pas, le travail des organismes communautaires est hautement politique de par sa nature. Right? Donc, il faut faire la différence entre dans le contexte, donc une activité politique et une activité partisane. À ce niveau-là, c'est là que la nuance va rentrer. Fantastique. Et Franz? Alors, bien que les activités politiques sont des activités légitimes, ils peuvent avoir un impact sur votre habilité de faire du lobbying. Alors, si vous avez des questions ou n'importe quelle hésitation, vaut mieux nous appeler, puis on va se faire un plaisir de vous répondre. Fantastique.
Merci à vous trois. Franz, Jonathan, Amandine, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est super, vraiment, on est super heureux d'avoir pu bénéficier de votre expertise, des informations que vous avez partagées. Puis merci à tous et toutes qui se sont présentés à ce webinaire aujourd'hui. Puis donc, n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 mars, organisé par Imagine Canada, bien sûr. Et là, on va parler de sujets, encore une fois, qui sont reliés aux élections. Puis, vous pouvez visiter notre page web sur le site d'Imagine Canada. Vous y découvrirez les dernières nouvelles. Je crois qu'on vient de mettre l'information, encore une fois, dans la fenêtre de clavardage. Sur ce, à 1h pile, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Merci.